L'économie qui est comme ça, que ce soit Londres, que ce soit le nord de l'Angleterre. Et c'est un peu toutes ces entités ensemble qui s'additionnent, qui se multiplient, qui font que le pays va bien. Vous comprenez, vous, qu'en France, il y a un sondage qui est paru il y a à peu près un an, où il y a 76% des jeunes Français qui rêvaient d'aller dans la fonction publique. Quand on voit un peu la précarité, moi je me rappelle avant d'avoir quitté la France, j'avais tellement du mal à trouver ces fameux stages non rémunérés que le premier réflexe, c'est un peu de se solder ou d'essayer de chercher ce qu'on pourrait appeler un peu dans le langage jeune la planque. Donc le fameux CDI qui va vous protéger, la fonction publique. Et on est un peu dans cette spirale négative. Et quelque part, ça a été un peu révélateur quand je suis arrivé en Suède. Par exemple, quand je travaillais pour Ericsson, j'ai été un peu surpris de voir que dans l'entreprise, il y avait énormément de femmes, mais à des postes de responsabilité, ce n'étaient pas des postes d'assistantes. Et ça, tout de suite, ça m'avait choqué. Parce que c'était quand même une boîte qui, entre guillemets, aurait dû être pleine d'ingénieurs ou autre. Ce n'était pas le cas. Alors, on va reparler des diplômes dans un instant, je vous l'avais promis, et de la formation et puis des solutions. Je veux d'abord qu'on aille voir ce qui se passe dans un autre pays, parce que quand on regarde effectivement ce qui se passe au niveau européen pour les jeunes, on n'est pas très performant, mais il faut dire que dans d'autres pays où le taux de chômage est plus faible, certes, il y a aussi de la flexibilité. C'est le cas de l'Espagne. Ils s'appellent eux-mêmes les mileuristes. Ils sont diplômés, mais ils gagnent 1 000 € par mois. Et vous allez voir, François Bonnonnet et José Boulestec sont allés à Madrid voir ces jeunes qui ont beaucoup de difficultés. Et après, on parlera justement des diplômes et des solutions que peuvent apporter au chômage des jeunes aujourd'hui Martine Aubry, François Chérec, et puis peut-être aussi comment amender le CPE. On se retrouve, regardez bien, c'est intéressant de voir comment les jeunes espagnols vivent aussi des situations assez comparables à celles qu'on vit en France. Les nuits madrilènes sont peuplées de jeunes, la plupart bardés de diplômes, et pourtant... Je gagne 450 €. 800 €. 680 par mois. 900 €. Comme nous n'avons pas de contrat fixe et de salaire qui nous donne une certaine sécurité, on ne peut pas avoir de crédit. Et donc on doit soit prendre une colocation, soit rester chez nos parents, soit, je sais pas. Je ne peux pas penser à être indépendant de mes parents, habiter toute seule, louer un appart. On arrive à la trentaine en vivant comme des adolescents. Blas fait partie de ces adolescents malgré eux. Comme toute une génération, il enchaîne ce que les Espagnols ont baptisé des contrats poubelles. Voilà, c'est ici. J'ai 29 ans et j'habite chez mes parents. Chercheur en psychologie, il doit se contenter de 2 mi-temps, dont l'un au noir. Je me rends compte que malgré tous mes efforts, tout le temps que j'ai consacré, toutes les études que j'ai faites, je me rends compte que tout cela ne me permet pas de trouver un travail digne. Avec 900 € chaque mois et un contrat temporaire, impossible pour lui de quitter sa chambre d'enfant de 8 mètres carrés. Je ne sais plus quoi faire. Il a étudié toute sa vie. On l'a aidé financièrement pour qu'il aille le plus loin possible dans ses études et au final, il n'a même pas de quoi manger. Précarité et petit boulot, le lot quotidien de toute une classe d'âge que les Espagnols surnomment les mileuristas, ceux qui gagnent moins de 1 000 €. Jusqu'à 40 ans parfois, il ne leur reste pour se loger que la colocation. Jorge, publicitaire, Rema, psychologue, et Guillermo, téléopérateur, ont dû s'y résoudre. La durée des contrats en moyenne, c'est 3 mois. Ensuite, ils te proposent un nouveau contrat de 3 mois ou de 6 mois. Et quand il faut te payer plus, eh bien, ils te jettent. Quand j'ai été à l'entretien d'embauche, ils m'ont dit que j'allais remplacer une femme qui était partie pour 6 mois. Mais en fait, ils me payent à peine le quart de ce qu'ils lui donnaient à elle pour le même poste. Moi, je suis inquiet parce que mes parents me mettent la pression pour que je décroche un diplôme et parce que d'un autre côté, je pense que ça va servir à rien. Aujourd'hui en Espagne, 2 nouveaux contrats sur 3 sont des contrats précaires. Voilà, alors je me tourne vers d'abord le président de la Sorbonne. Monsieur Pitt, les diplômes, ça sert à quoi? Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont là ce soir, auxquels on a dit... Alors, tu as des examens, tu passes tes examens, tu vas avoir des diplômes. Et là, mon petit gars ou ma petite fille, pas de problème, tu auras un boulot. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup d'inquiétudes liées au CPE.
est liée à l'idée que effectivement, c'est plus comme ça que ça se passe et que le diplôme et le bac plus 4, plus 5, plus 6 pour certains, ça ne permet pas forcément d'avoir un emploi. Oui, c'est tout à fait évident que les diplômes sont insuffisants aujourd'hui, que les jeunes ont besoin d'une vraie formation sur le tas en entreprise. Donc il y a des stages qui sont prévus dans le cadre de certains diplômes. Il y a aussi des stages qu'il faut effectuer après. Donc il y a un vrai problème de ce côté-là. Je crois que nous sommes dans un système un peu bancal en France, où depuis plus d'un demi-siècle, je crois qu'on n'aime pas notre enseignement supérieur. Je ne sais pas si on aime l'enseignement secondaire. En tout cas, il a plus d'argent que l'enseignement supérieur. Et tous les gouvernements font la même chose, qu'ils soient de droite ou de gauche. Et c'est le seul pays développé, ou même pauvre, qui fasse ce type de politique. Nous avons un système bancal aussi parce qu'il est à deux vitesses. On ne veut pas parler de sélection, bien sûr, à l'université. C'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Il n'y a pas d'orientation. Mais il y a quand même une sélection très forte qui est faite au lycée, de façon à ce que les meilleurs aillent vers les classes préparatoires. Puis un petit zeste de ségrégation positive pour que certains jeunes de banlieue puissent aller aussi dans les classes préparatoires ou à Sciences Po. Tout ça, c'est très très bien. Mais nous, universités, alors qu'il y a une énorme sélection des enseignants-chercheurs, qui ne sont pas très très bien payés par rapport à leur salaire dans les pays voisins, nous avons des étudiants qui ne savent pas ce qu'ils font chez nous. Nous avons à Paris-Sorbonne, université d'humanité, des étudiants qui ont un bac professionnel de boulangerie et qui viennent faire de la philosophie. Je trouve que c'est un pays qui marche sur la tête, qui fait cela. Par ailleurs, nous avons des sommes ridicules pour former les étudiants. Nous avons en moyenne en France un peu plus de 6 000 € pour former les étudiants. Il faut savoir qu'un élève de classe préparatoire coûte environ 12 000 €. Il faut savoir aussi qu'un étudiant de l'Université de Chicago coûte actuellement 70 000 €, 85 000 $, et qu'il paye 30 000 $ de droits d'inscription. Je ne dis pas qu'il faut mettre des droits d'inscription à 30 000 $, l'UNEF ne voudrait pas. Mais je pense qu'avec 150 € par étudiant et par an, effectivement, on ne peut pas faire de miracle. 6 000 € par étudiant. Dans mon université, qui est une université littéraire, 3 500 €. Alors nous avons aussi des diplômes professionnels. Dans mon université, 26 000 étudiants, nous avons une douzaine de masters pro, dont nous sommes très très fiers, qui nous coûtent très cher, 5 à 6 fois le prix d'un étudiant normal. Mais 25 étudiants par an, vous voyez ce que ça fait? Ça fait au maximum 300 étudiants par an que nous formons comme cela. Que deviennent les plus de 25 000 autres? Voilà le problème, c'est un vrai drame de l'université française, le vrai drame de l'enseignement supérieur, dont aucun gouvernement, et je n'accuse pas du tout Gilles de Robien et le gouvernement actuel, parce que ça dure depuis la Seconde Guerre mondiale. On a voulu massifier sans s'occuper de la qualité. Et quantité sans qualité, ça donne le résultat actuel. Et les jeunes peuvent dire, nous avons droit à... Nous ne pouvons pas accepter un contrat temporaire, mais ils n'ont pas les compétences pour rendre service directement à l'entreprise avec un diplôme, même un bac plus 5. Alors, Paul Briguelli, vous avez écrit un livre, voilà, tout le monde applaudit, c'est sympa ce soir. Vous avez écrit un livre qui s'est très bien vendu, qui s'appelle « La fabrique du crétin ». C'est-à-dire, en gros, alors je pose la même question, c'est-à-dire 80% d'une classe d'âge au bac, on a dit c'est formidable, et puis aujourd'hui on s'aperçoit, il y a des échecs à l'université, et il y a beaucoup de jeunes qui sortent d'université au bout de 2 ans sans diplôme, sans rien, et puis il y a plein de diplômes aujourd'hui qui ne servent pas à grand-chose, ou en tout cas qui ne mènent pas à l'emploi. C'est quand même facile à comprendre. Je veux dire, c'est comme la planche à billets. Quand vous faites fonctionner la planche à diplôme, automatiquement, ça dévalue le diplôme. Actuellement, le bac ne vaut rien. Que ce soit bien clair, les gens qui l'ont eu récemment, savent parfaitement qu'on leur a donné. Hein? Moi, correcteur au bac, de nombreuses années, on sait exactement à quel type de pression on a à faire en permanence pour arrondir les notes autour de la moyenne. Ça n'a rien à voir d'ailleurs avec une politique générale actuelle. C'est le résultat de la politique des 20 dernières années. Effectivement, on ne dégage plus des élites, sauf, je suis désolé de le dire, dans les classes préparatoires. Et c'est le dernier refuge d'excellence en France. C'est d'ailleurs la seule chose qu'on nous envie, à tel point d'ailleurs que l'OCDE voudrait qu'on y mette fin le plus vite possible. Et si ça coûte cher, c'est peut-être parce que les autres n'ont pas assez. Hein. C'est une première chose. Deuxièmement, on parlait depuis tout à l'heure, j'ai entendu tellement de choses intelligentes que je ne sais pas où commencer. On parlait tout à l'heure de ces centaines de milliers de jeunes qui, à 16 ans, se retrouvent sans rien. Alors déjà qu'avec un diplôme dévalué, on n'a pas grand-chose, avec une absence de diplôme, une absence de formation, l'incapacité de savoir lire et écrire, attestée dès la 6e, attestée dès le CP, c'est pas en fac uniquement que ça ne marche plus, c'est en bas que ça ne marche plus. Hein, je suis désolé d'être d'accord avec mon ministre, mais lorsque pendant... Parce qu'il est de bon ton, si je puis dire, d'être en désaccord avec les puissants, monsieur le ministre. Mais quand on voit comment on a appris à lire depuis une trentaine d'années
aux enfants, on ne s'étonne pas après d'avoir en entretien d'embauche des gens qui ne savent quasiment pas écrire une lettre de motivation, qui ne savent pas s'exprimer, qui sont incapables, excusez-moi pour le vilain gros mot, de se vendre. Voilà, c'est ça la réalité. Et il y a bien sûr des remèdes. Hein. J'ai sorti La famille du crétin, c'était le coup de gueule après 30 ans d'exercice et après 30 ans de couleuvres avalées et de programmes détruits les uns après les autres. Hein. Ce qui s'est fait en particulier depuis 1989, c'est un désastre. Mais un désastre annoncé. Sous prétexte d'égalité des chances, et on nous le ressort cette fois-ci, l'égalité des chances, on a fabriqué les plus grandes inégalités qui soient. On a fabriqué des ghettos scolaires là où on avait juste des ghettos sociaux. Moi, je vous dire, je fais un rêve. Chaque fois qu'on convoque les médias pour voir détruire des grands ensembles, j'aimerais qu'on détruise aussi l'école et le collège qui sont au milieu et qu'on les reconstruise, comme disait Alphonse Allais, à la campagne. Hein, il est question actuellement de revoir la sectorisation, il est question de refaire les ZEP sérieusement sur des bases autres, il est question de revoir le collège unique qui est une aberration imposée et il faudrait quand même à un certain moment remettre un peu tout le monde au travail. Alors, petite précision, on va donner la parole à un chef d'entreprise. Ce garçon qui est là, à gauche, qui s'appelle Pierre, qui est un masque, ne représente pas Génération Précaire. J'ai dit qu'il était en situation précaire, mais il ne représente pas Génération Précaire. Petite précision, et Génération Précaire qui est opposée au CPE. Alors, vous l'avez entendu tout à l'heure, Pierre est dans une situation où il dit finalement qu'il préférait, bien que je crois qu'il trouve un emploi dans les jours qui viennent, un CPE ou autre chose. Donc, les choses sont claires, dont acte. Il a fait des stages, il est en situation encore difficile pour l'instant, mais il ne représente pas Génération Précaire. On continue dans la même ligne. Monsieur Moaligou, vous êtes chef d'entreprise. On a déjà une rafale de dire les diplômes, ça ne sert pas à grand-chose aujourd'hui, ou en tout cas, ils sont effectivement moins de valeur pour trouver un boulot. Et les jeunes aujourd'hui que vous voyez, que vous accueillez dans vos entreprises? Je recrute beaucoup pour les entreprises que j'ai pu présider d'ailleurs à un certain moment. C'est très rafraîchissant, je dirais, sous les sunlights, d'entendre monsieur parler un langage vrai, de parler vrai. J'ai beaucoup entendu parler jusqu'à présent, je dirais, d'intellectualisme même, je dirais, du travail, avec des gens, effectivement, qui, pour beaucoup d'entre eux, rêvent d'être fonctionnaires. Hein. Donc, c'est très, très rafraîchissant. Alors, bac plus 15, bac plus 5, est-ce que ça a un sens aujourd'hui quand on veut embaucher? Non, ça n'a pas de véritable sens, parce qu'on va embaucher au nom de la qualification de la personne. Certes, le premier papier que l'on montre, la première identité, c'est le diplôme que l'on a, mais on le vérifie ensuite par les véritables qualifications et les véritables compétences. Le CPE répond effectivement à l'attente de beaucoup d'employeurs que je représente. Moi, quand on me fait un cadeau que je n'avais pas prévu, je m'en réjouis, j'apprends. Je ne l'ai pas négocié, mais on me donne un joli cadeau, je le découvre, je suis content. Pourquoi je suis content? C'est un CDI. Alors, il n'y a Alors, pas on va pas recommencer, monsieur Moaligou, on va pas partir là-dessus. Moi, je voudrais vous... Non, mais attendez, on l'a déjà dit. Vous êtes gentil, parce que je voudrais que vous me parliez, c'est des diplômes, c'est-à-dire bac plus 4 plus 5, quand vous les voyez arriver. Est-ce que ça a la même valeur que celle que vous accordiez à des candidats qui avaient ces diplômes il y a 10-15 ans? Non, ça n'a pas la même valeur qu'il y a 10-15 ans. Ça n'a pas du tout la même valeur. Et aujourd'hui, ce que l'employeur recrute, et je n'en ai pas entendu parler, il y a des munitions aujourd'hui qui lui permettent de professionnaliser. La loi est parue depuis très longtemps, elle est peu utilisée, elle est même peu revendiquée par les représentants d'ailleurs des personnels. Il y a des contrats de professionnalisation qui peuvent... C'est nous qui les avons créés. Vous voyez, on négocie, on crée des choses intelligentes. On a les contrats de professionnalisation pour rentrer dans l'entreprise. Qu'est-ce qui manque aux jeunes qui arrivent chez vous s'ils sont bardés de diplômes? Il manque une véritable qualification professionnelle, une professionnalisation tout au long de la vie. Même s'ils ont les diplômes et tous les diplômes, nous les accueillons dans le cas de contrats de professionnalisation qui sont financés. Et dans le cas de période de professionnalisation, Madame Aubry, tout au long des 2 ans, on pourra professionnaliser. Les budgets sont mis en place. On va pas revenir sur le CPE. Moi, c'est pas la question qu'on pose. On parle d'orientation et éventuellement je dis, Madame, que les employeurs peuvent effectivement professionnaliser dans leur entreprise. Alors, les choix professionnels, est-ce qu'il y a des formations aujourd'hui? Vous aussi, bac plus 4, plus 5, il y en a beaucoup qui sont là, qui vont terminer leurs études, et si on commence par leur dire ça ne servira à rien, ça va les déprimer beaucoup. On parle des vrais problèmes, c'est l'amont les vrais problèmes. On dit effectivement, je crois que c'est, avant de parler des problèmes, je dirais, d'application, il faut remonter sur l'amont. Donc, c'est vrai qu'il faut professionnaliser, c'est-à-dire on le fait, vous le faites même dans les universités par des masters, l'apprentissage est un élément clair, les contrats de qualification sont des éléments absolument essentiels. Qui ne servent à rien. C'est-à-dire quand il y a des candidats qui arrivent chez vous, ils vous disent moi j'ai fait ça, ça et ça, vous leur dites excusez-moi, ça ne sert à rien. Je réponds à cette question. Je pense effectivement que le diplôme permet d'arriver à un niveau de recrutement.
Si l'entreprise a une vision un peu globale, ce que moi je faisais en tant que DGRH, et je pense que beaucoup d'entreprises le font, je dirais que finalement la formation initiale importe peu parce qu'il faut apprendre le métier de toute façon à la personne qui va arriver dans l'entreprise. Donc il faut un certain niveau d'études et après la personnalité est quand même essentielle. Donc je crois qu'on ne peut pas dissocier la personnalité de l'individu et son diplôme. On ne peut pas et je reviens parce que personne n'ose répondre à la question. Est-ce qu'on peut avoir le courage de dire à des jeunes aujourd'hui, vous suivez telle ou telle formation, ça ne débouchera sur rien. Oui, on peut le dire. Il y a des gens qui le disent, monsieur Briguet, il y a des gens qui le disent, monsieur Pide vous le dit de temps en temps. C'est vrai. Attendez, vous allez répondre. Apparemment, tout à l'heure, votre sondage disait que plus de 70% des jeunes rêvent d'entrer dans la fonction publique. Alors, on va donner un exemple précis. Pour être instituteur, il y a 30 ans, il fallait le BEPC et on rentrait dans une école normale. Actuellement, il faut une licence plus 2 ans. À Bac plus 5, on est professeur des écoles et on fait une faute d'orthographe toutes les 2 lignes. Hein? Alors, ça suffit et c'est une vérité, ça. Hein? Là, c'est une vérité de tous les jours. Alors, Ami, est-ce que vous avez le sentiment à ce propos, d'ailleurs, un étudiant d'UFM, c'est 17 000 € par an pour apprendre rien. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que vous avez des diplômes qui servent ou qui ne servent pas? Non, mais depuis le début, j'ai un sentiment surtout qu'on nous prend pour des doux rêveurs et que finalement, nous ne sommes pas étudiants dans nos universités, finalement. Non, nous sommes très bien conscients des problèmes qui se posent dans l'université française d'aujourd'hui. On sait très bien qu'il y a un manque de moyens évident. Vous l'avez expliqué, Monsieur Pitt, pour avoir des formations de qualité, il faut souvent investir 6 fois plus que pour les formations que nous avons aujourd'hui. Donc évidemment qu'il y a des diplômes qui aujourd'hui sont pas satisfaisants pour arriver convenablement sur le marché du travail. Maintenant, pour en revenir aussi, parce qu'il y a eu la question des jeunes qui sont non scolarisés et qui arrêtent les études avant l'âge de 16 ans, par exemple. Je pense qu'une des façons peut-être de leur permettre d'accéder dans les meilleures conditions au marché du travail serait peut-être de les considérer de la meilleure façon. Et je pense que quand on parle, par exemple, des jeunes non scolarisés, issus des quartiers défavorisés, je pense que les attaques qui sont faites ces derniers mois, les appellations, racailles et ainsi de suite, n'aident pas ces jeunes à s'insérer sur le marché du travail dans les meilleures conditions. Et on a parlé de blocage. On a parlé d'un blocage psychologique. Est-ce que vous pouvez répondre juste à ma question? Est-ce que vous accepteriez qu'on vous dise, quand vous commencez une formation, attention, ça ne débouchera sur rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'emploi au bout? Est-ce que vous acceptez qu'on dise ça? J'accepte pas qu'on dise ça, j'accepte qu'on trouve des solutions pour pallier à ces problèmes-là. Non, c'est-à-dire que vous pensez, nos confrères du Nouvel Observateur font un très bon dossier cette semaine sur les diplômes qui font du travail, et qui donnent du travail, pardon. Et ils posent cette question, effectivement. Il y a des filières, on sait, qui ne débouchent sur rien. Donc est-ce que vous pensez que vous avez droit de faire ce que vous souhaitez, ou est-ce qu'on a le droit ou le devoir de vous informer que vos choix ne déboucheront sur aucun emploi à l'arrivée? C'est un dialogue. Ça y est, c'est le répondre une seconde. Vous allez il y a d'abord qui répond. C'est pas défendre l'éducation nationale, c'est juste poser la question dans les sens. Répondez. Il faut qu'il y ait des solutions qui soient trouvées entre les présidents d'université, les étudiants, pour arriver à faire en sorte qu'on ait la meilleure université pour demain. Aujourd'hui, avec les moyens qui sont donnés à l'université française, de toute façon, c'est évident qu'il y a des formations qui n'aboutiront à rien. On est en sous-effectif, on ne peut pas tourner correctement, il n'y a pas de la place pour tout le monde dans les amphis. Comment voulez-vous que les gens soient formés correctement pour arriver après sur le marché du travail dans les meilleures conditions? Alors, laissez répondre le ministre parce qu'il... Alors, il va répondre, parce que là, il y a l'impression qu'on le met en cause. Mais est-ce que c'est vrai? François Coquet, laissez-lui répondre. Est-ce que oui ou non, on a le courage de le dire à des jeunes où il faut le dire? On a parlé depuis 10 minutes, 3/4 d'heure de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Il faut écouter ce que disent les gens et après vous répondez. Voilà. J'ai écouté. Le constat est assez vrai. Mais je pense qu'il faut prendre le problème en amont. Et déjà, dans les écoles en CE1, par exemple, mais même en CP, il faut savoir lire. Il faut savoir lire. Et donc, on constate qu'en entrant en 6e, il y a 15% de jeunes qui ne savent pas lire en entrant en 6e. Il faut prendre le problème de la lecture au sérieux. C'est ce que j'ai essayé de faire. Dévalorisation des diplômes, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ensuite, il y a un fossé énorme, me semble-t-il, entre le monde pas le monde de l'éducation, mais disons la jeunesse et le monde de l'entreprise. Qu'essayons-nous de faire justement en ce moment? Eh bien, en classe de 3e et même dans certains collèges qu'on appelle ambition réussite, dès la classe de 4e, on fait 3 heures de découverte professionnelle où les professeurs expliquent ce que c'est que la vie économique et les métiers, font découvrir des métiers. Il y a des métiers qui viennent aussi au collège. Ensuite, il y a un fossé qui sépare l'enseignement secondaire avec l'enseignement supérieur. Et moi, je crois beaucoup qu'il y a un devoir de la part, on va dire, de l'autorité en général, de donner une meilleure orientation aux étudiants. Car vous avez raison, quand on laisse
des dizaines de milliers d'étudiants rentrés dans certaines disciplines dont on sait pertinemment qu'il n'y aura pas de débouché professionnel, à mon avis, on ne remplit pas notre devoir. Et donc, on met au point actuellement un schéma national d'orientation, de façon à ce que, lorsqu'on s'inscrit à une faculté, on puisse dire aux jeunes, vous inscrivez dans telle discipline fort intéressante, la philosophie, la sociologie, etc. Il y aura des professeurs qui seront embauchés en sociologie, en philosophie. Mais il y en aura peut-être un poste, peut-être pour 10 étudiants. Il faut que chacun soit devant ses responsabilités. Et je terminerai pour faire vite, parce que je vous sens impatiente. Je crois beaucoup à la formation par alternance. Et 14, 15, 16, 17 ans, tout ça, mais même en enseignement supérieur, il est important qu'il y ait des formations en alternance, même dans l'enseignement supérieur, pour que entre le monde de l'entreprise et le monde de l'enseignement, il y ait des échanges fructueux pour que l'apprentissage se fasse partie entreprise et partie la faculté. Martine Aubry, courage de dire oui. Je vais vous dire que moi, je ne réponds pas de cette manière-là. Je voudrais reprendre ce qu'a dit monsieur sur la fabrique des crétins. D'abord, je pense que c'est très dangereux de dire, je suis d'accord avec vous sur le deuxième point, je vous le dis avant que vous me coupiez la parole, c'est très dangereux de dire à des jeunes, c'est pas la peine d'avoir des diplômes, ça sert à rien. C'est très dangereux. Aujourd'hui, un bac plus 2, au bout de 3 ans, il n'y en a que 6% qui n'ont pas de travail. Quelqu'un qui n'a pas de diplôme, il y en a 40% d'une même génération. Bon, ça c'est vrai. En France, l'OCDE vient de sortir une étude, c'est vrai partout et de la même manière. Maintenant où je suis d'accord avec vous, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, votre prédécesseur a entraîné beaucoup de jeunes à s'y opposer. C'est que l'orientation doit être faite la plus tard possible. Il faut permettre un socle de connaissances le plus large possible, le plus tard possible. Mais Madame Aubry, c'est pas ce qui se passe. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec un certain nombre de choses que vous avez dit. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas lâcher sur les acquis de base. Et je regrette que le gouvernement ait, par exemple, supprimé le programme Trace pour aider des jeunes qui sortent de l'école sans avoir les acquis de base à les acquérir. On peut et on doit dire à des jeunes qu'ils doivent redoubler, vous le dites et vous avez raison, quand ils n'ont pas ces acquis. Mais on doit aussi ouvrir le socle de connaissances. Quand des jeunes, c'est le projet éducatif global, moi je le fais dans ma ville, quand des jeunes apprennent la musique, le théâtre, la citoyenneté, l'histoire, la géographie dès l'école primaire, et non pas en 6e où on vous dit maintenant vous allez avoir un socle commun extrêmement limité et puis vous allez faire des stages, vous dites monsieur de Robien, pour apprendre un métier. Eh bien non, pour être fort demain, il faudra avoir, vous avez dit, laissez-moi, vous mettez à 14 ans les enfants à l'apprentissage. Non, c'est faux. Mais laissez-moi terminer s'il vous plaît. Je pense qu'il faut une formation large le plus tard possible. C'est ce que font tous les pays qui réussissent. C'est en tirant... Oui, mais le socle commun, vous l'avez réduit. Mais non, vous ne le connaissez pas encore, il n'est pas encore mis en place. Votre prédécesseur. Votre prédécesseur. Il faut l'élargir. Et à ce moment-là, si vous avez un diplôme, un bac, qui vous donne non seulement des connaissances de base, mais vous donne la capacité de vous faire une opinion sur les choses, d'être un citoyen, d'avoir un esprit critique dans l'entreprise, d'avoir de l'innovation, eh bien, même si vous avez un diplôme de philosophie, vous pouvez être utile à l'entreprise. Donc, pour cela, il faut plus de moyens à l'université. Je rappelle aujourd'hui, vous l'avez dit, Monsieur le Président, 6 000 € par étudiant et par an, moins que pour un enfant dans un collège. Et rien que l'apprentissage en Allemagne, c'est 10 000 € pour un jeune. Voilà, il faut des moyens complémentaires sur l'éducation. Il faut pousser les jeunes vers l'excellence et pas des diplômes au rabais. Et là, je suis complètement d'accord. Et là, il faut revoir le niveau d'exigence et l'élargissement des connaissances. C'est comme ça qu'on fera un pays compétitif. Puisque en 2005, on a mis 1 milliard d'euros de plus sur l'enseignement supérieur parce que je fais le même constat. On manque de moyens sur l'enseignement supérieur. En 2006, 2 milliards d'euros. En 2007, 3 milliards d'euros. Et on recrute 3 000 enseignants-chercheurs et chercheurs. Et moins 10 000 dans le secondaire et dans les lycées. Je voudrais poser, je ne sais pas, à l'un des jeunes. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une différence entre ceux qui sortent des grandes écoles et ceux qui sortent d'université? C'est-à-dire qu'il y a... Oui, Julie, il y a une différence. C'est-à-dire que ceux qui sortent des grandes écoles, ils ont une chance de trouver... Vous avez plus de chances de trouver... Non mais attendez, je pose une question. Vous n'êtes pas agressé. Donc je demande si vous avez le sentiment que quand on sort d'une grande école, question que je poserai à vous tout à l'heure, si vous le voulez bien, on a plus de chances de trouver du travail que lorsqu'on sort de l'université. Je poserai la même question. Voilà. C'est une question finalement qui est au-delà d'un sentiment. On connaît la réalité sur cette question. C'est pour ça que quand on débat aujourd'hui du CPE, on arrive à la question de l'éducation et
en particulier la question des universités. Ce qu'il y a dans les grandes écoles et qui manque à l'université, c'est une connaissance et une expérience du monde du travail qui soit intégrée au cursus et qui ne soit plus de l'emploi déguisé à la sortie du diplôme. Voilà. Nous, on veut aussi apprendre, pourquoi pas, comment est-ce que notre formation, elle va être mise en œuvre dans le monde du travail et apprendre une discipline en même temps qu'on apprend des compétences transversales pour mettre en œuvre cette discipline dans le monde du travail. On est pour cette ouverture, mais on est pour aussi que dans le cadre de ce qui est fait dans les grandes écoles, il y ait un travail sur l'orientation, de dire quelles sont tes aptitudes, quel est ton niveau, sélection. Alors sélection, ça ne fait pas lire tout le monde. Vous l'acceptez ou pas ? La sélection... Parce que dans les grandes écoles, il y a de la sélection. Oui, mais la sélection, comment est-ce qu'on peut traiter de la question de la sélection dans la situation d'échec du système d'orientation tel qu'il fonctionne aujourd'hui? Commençons par avoir un système efficace qui oriente les jeunes du lycée à l'université et qui permette de construire son parcours professionnel pour ensuite avoir un métier dans lequel s'insérer, donc une logique de continuité. Moi, je ne crois pas que l'orientation, elle doit arriver le plus tard possible. Je crois qu'elle doit être continue et cohérente. Et je pense... Monsieur Robien, je vous interpelle. Donc sélection, pourquoi pas? Non, j'ai dit non à la sélection parce que commençons par mettre en place une orientation efficace. Et je vous interpelle, Monsieur Robien, en tant que présidente de la Confédération étudiante cette fois, sur le schéma national d'orientation. J'espère que vous attendrez que les esprits soient clairs pour bien faire les choix qu'il faut faire sur cette question de l'orientation avec l'ensemble des acteurs, parce qu'il ne faudrait pas se tromper sur cette question, on le sait, qui est majeure et qui, pour le coup, reproduit les inégalités. En termes d'égalité des chances, c'est quelque chose de central. Vous avez l'esprit très clair, on se voit quand vous voulez là-dessus, parce que c'est un sujet qui est passionnant et plein d'avenir. Sur un sujet. Et plein d'avenir pour les jeunes. Lorraine, avant qu'elle s'énerve trop, mais c'était une question, est-ce qu'on a le sentiment à l'université, c'est vrai qu'on a moins de chances, moins de possibilités de trouver un emploi quand on sort d'une grande école? On a effectivement le sentiment qu'avec un bac plus 5 universitaire, on sera moins bien considéré qu'à part un patron. Sauf qu'il faut savoir d'où vient le problème. Chaque fois qu'à l'université, il y a des étudiants qui demandent à ce qu'on rapproche le monde de l'entreprise et le monde de l'université, qu'on fasse des vrais stages intégrés au cursus, que ça nous ramène des points dans notre diplôme, qu'on ait des enseignants qui soient des professionnels en dehors des cours de l'université. On a des syndicats comme l'UNEF qui montent au créneau en disant qu'on ne veut pas, que c'est une catastrophe si on rapproche l'université et l'entreprise. Alors il ne faut pas s'étonner que les patrons d'entreprise ne veuillent pas prendre des DESS, des bac plus 5 et bac plus 4. Nos formations sont très bien. Alors on a des théories qu'on n'a peut-être pas forcément dans les grandes écoles, sauf qu'il nous manque l'expérience. Moi, à la fac de Paul Valéry, en lettres, je suis en communication. J'ai la chance d'avoir un directeur de département qui nous apprend un savoir et un savoir-faire, qui nous dit, vous allez être des professionnels, vous allez bosser avec des professionnels, je vais vous faire venir des professionnels. Chaque fois qu'il dit ça, que nous, élèves de Paul Valéry, on dit ça aux autres, on nous tombe dessus en disant que tout ce qu'on veut, c'est faire du capitalisme et qu'on n'est pas à l'université pour avoir un métier. Aujourd'hui, en lettres, ce qu'on entend, c'est qu'on fait des études pour se remplir le cerveau et pas pour avoir un métier. Comment voulez-vous qu'après, nos diplômes de bac plus 5 et bac plus 4 soient considérés dans le monde du travail? Alors, Monsieur Gillard, un seul mot, Bruno Gillard. Oui. Orientation, sélection, c'est des mots tabous. D'abord, juste un mot quand même, parce que quand on écoute ce débat, on a l'impression que l'université française est la pire du monde. Et moi, je voudrais quand même, et j'aurais aimé que le ministre le fasse aussi, mais je voudrais quand même dire que l'université publique française, on doit en être fier de cette université. Elle a quand même réussi le pari d'accueillir des centaines de milliers de jeunes avec des moyens déplorables par rapport à ce qu'il faudrait. Et elle a quand même réussi à former des centaines de milliers de jeunes de catégories sociales très différentes, ce qui n'est pas le cas de l'université auparavant. Et c'est comme, mais si c'est vrai, allez vous promener, mais c'est pas vrai, allez vous promener dans l'université de banlieue, vous verrez que c'est pas vrai. Mais c'est faux. Très bien. Alors je sais pas d'où vous sortez. Et surtout, il y a quand même un élément qui m'apparaît fondamental et qui manque dans ce débat, c'est que il faut quand même avoir un projet de société pour son école. C'est-à-dire quand on parle de l'école, on ne peut pas uniquement parler des besoins des patrons. Évidemment, je vais en dire un mot sur la question de la professionnalisation, mais il faut quand même avoir... Vous pensez pas quand même qu'il faut être formé pour trouver un métier? Non, mais évidemment, mais enfin, il faut quand même aussi se dire... Il faut aussi quand même se dire que l'école, elle est là pour former un citoyen. Elle n'est pas uniquement là pour former un travailleur. La citoyenneté, on mettrait deux couches là tout de suite. Et c'est pour ça... jeune homme, et la culture réelle. On parlait de classe prépa. Vous savez ce que c'est être élève en classe prépa? C'est 40 heures de cours et 40 heures de travail personnel. Mais
parlons-en des classes prépa. Qu'est-ce qu'il existe? Mais qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'il existe des gens comme vous, des gens qui sont passés par des grandes écoles, qui aujourd'hui méprisent l'université française. Et c'est ça aujourd'hui le problème qu'on rencontre. C'est parce qu'il y a une dualité entre l'université pour la masse et puis alors par contre pour l'élite, là on met les moyens. On va essayer de faire court, tout le monde. Un petit mot là-dessus. François Chérec, un petit mot de Françoise Coquet. Quand on arrive dans une entreprise et on vous dit bonjour, j'ai bac plus 4, vous répondez quoi? S'il vous plaît, je voudrais dire quelque chose. D'abord, on a constaté au CJD qu'en France, on a ce discours-là, tout simplement, sur les diplômes. Il nous l'a dit tout à l'heure, en Angleterre, en Suède, où qu'il soit allé, on ne parle pas de quel diplôme vous avez, mais quelles sont vos compétences. Tu as fait des études, donc tu es capable d'analyser, tu es capable de t'adapter, tu es capable d'agir. Donc je pense que, il faut absolument qu'on change, qu'on se réforme, qu'on arrête de sélectionner par les diplômes en France. On est un des seuls pays au monde où on recrute à travers les diplômes. On doit apprendre à recruter à travers des compétences. C'est ça la première chose. La deuxième chose, il faut impérativement, et on le dit tous là, et là on le dit tous, il faut impérativement remettre de l'entreprise dans l'école et de l'école dans l'entreprise. Et il faut absolument qu'on trouve ensemble on n'arrive pas à trouver des stages parce que vous ne prenez pas les étudiants. Dans les rouages, c'est vous qui ne voulez pas l'université, c'est pas l'inverse. C'est vous qui ne voulez pas l'université. Monsieur, nous au CJD, chaque année, les bureaux des stages dans les universités n'arrivent pas à trouver d'entreprise pour prendre des stagiaires. Appelez-moi, moi je vous offre des stages. C'est fou le nombre de rendez-vous que vous avez calés. De toute façon, Bruno, si j'étais pas sympa, il serait pas venu ce soir. Alors, ce n'est pas ce qu'on vit nous dans nos entreprises. Moi j'ai 60 stagiaires, 60 apprentis. Alors, pour que les choses soient claires et qu'on aille assez vite, je propose qu'on fasse un petit tour des propositions. François Chérec, qu'est-ce qu'il faut faire? Le problème, c'est que moi, ça fait 1 heure que j'attends pour faire des propositions. Mais c'est comme ça que ça se passe dans notre pays, si vous voulez. C'est comme ça que ça se passe. Qu'est-ce qu'on propose? Écoutez, les propositions, je ne les fais pas en 30 secondes. Non, mais vous allez faire maintenant. Parce que quand même, il est quand même maintenant, mais c'est intéressant de savoir quand même. Après, on va dire aux organisations syndicales, il ne faut jamais de propositions, mais on a quand même pas beaucoup. Vous avez proposé 2 fois, vous n'avez pas entendu. Donc ce soir, on vous écoute. Oui, mais quand même. Alors d'abord, 3 éléments de constat quand même. On est très loin du CPE. On est très loin du CPE. Le CPE, ce n'est pas le problème central dans le débat de ce soir. On le voit bien. Donc on voit bien que ce contrat n'est pas la réponse qu'il faut qu'on construise pour demain l'accès à l'emploi. On a un problème d'économie dans notre pays, le marché de l'emploi est atone, il ne crée pas d'emploi, ce n'est pas uniquement une question de contrat. 2, ça fait 30 ans qu'on fait des mesures pour les jeunes, on n'a jamais évalué une seule mesure. Je suis rentré, moi, il y a 31 ans, j'ai 50 ans cette année, dans le marché de l'emploi par une mesure jeune qui avait été créée par le Premier ministre de l'époque qui s'appelait Jacques Chirac. Une mesure jeune. Bonjour. Oui, mais une mesure jeune, mais qui était payée au niveau... des mesures jeunes. Non. Attendez, mais des mesures jeunes, il y en a eu plein. Vous voulez qu'on s'arrête 30 secondes, François Chirac? Je ne vais pas vous interrompre, juste une petite seconde, vous allez voir, ça prend 15 secondes. On a fait la liste, on va la refaire dans un instant. Des mesures jeunes. Regardez, voilà, on a fait un petit truc réduit, ça a commencé pour les jeunes. Voilà, vous voyez, ça a l'air d'un faire-part de deuil. Ça a commencé avant. Mais on a commencé, nous on a pris 77 déjà, ça fait 30 ans. Non mais ça a commencé avant. Alors voyez, regardez tout ce qui passe, voilà. Toutes les mesures qui ont été prises pour les jeunes, voilà. Et on en discute ce soir. Jamais rien évalué. Troisièmement, je ne reviens pas, moi je suis tout à fait d'accord, il faut mettre de l'école dans l'entreprise, de l'entreprise dans l'école. Et arrêter quand même, et je ne suis pas d'accord avec l'UNEF, certains discours idéologiques aussi. Certains discours idéologiques aussi. Et on peut être d'accord contre le CPE, mais on ne sera vraisemblablement pas d'accord sur toutes les propositions qui sont faites. Il faut mettre de l'entreprise dans la formation. Mais j'ai pas dit je suis désolé. Je vais jusqu'au bout. Ensuite, on est face à des jeunes qui sont dans des situations totalement différentes. Donc il faut créer des parcours d'accès à l'emploi pour les jeunes. On a les jeunes qui sortent du système de qualification avec des formations qui sont adaptées à l'emploi. Ceux-là, il faut simplement les aider à arriver, mettre le lien avec l'entreprise. Il y a des jeunes qui sont sortis par l'apprentissage qui n'ont pas de problème. Et eux, on n'a pas besoin de leur faire une... Oui, mais ceux-là, il y en a qui vont rentrer en CPE aussi. Il faut rentrer en CPE aussi, ces jeunes-là. C'est une raison pour laquelle ceux-là, ils réagissent aussi. Ensuite, en fonction de la réalité de l'histoire économique, sociale, familiale des jeunes, il faut adapter des parcours pour chaque jeune. Alors, ça peut être, pour certains, une formation, un apprentissage, pour d'autres, des contrats de professionnalisation. Nous les avons créés, nous les syndicats,
avec le MEDEF, il faut les mettre en œuvre pour ceux qui n'ont pas de formation adaptée. Et ceux qui n'ont pas du tout de formation, il faut revenir à une formation initiale, soit par l'apprentissage ou autre chose. Et pour tous ces jeunes, en fonction de leur réalité, on veut passer des contrats avec ces jeunes, faire en sorte qu'en fonction de leur réalité économique, ils puissent avoir une aide pour avoir le logement. Le CAPAS fait pour le CPE, nous l'avons inventé. Expliquez ce que c'est que le CAPAS. Le CAPAS, c'est une forme de caution, d'aide à la caution et une assurance en cas de difficulté. C'est créé depuis 7 ans entre les partenaires sociaux, le MEDEF et les syndicats. Le gouvernement n'a rien inventé là-dessus. Donc, passer des contrats avec les jeunes, en fonction de leur réalité, c'est peut-être un accès au logement, un accès au transport, un accès à un régime social, si ça met une jeune femme avec un enfant, un contrat financier en échange d'une formation. Et le troisième problème, qui est ni un problème de jeunes, et je le disais tout à l'heure, régler le problème de la souplesse du marché du travail par rapport aux sécurités, parce que l'exemple de la Suède qui nous a donné hier, il y a des syndicats, réformistes, qui sont en capacité de négocier, mais 2, quand il est licencié, alors c'est peut-être pas en 1 heure qu'ils ont négocié, c'est peut-être en 1 semaine ou 1 mois, peu importe, mais si c'est une négociation dans l'entreprise, il y a un système énorme de sécurité derrière qui fait en sorte, dans un contrat avec le chômeur, en échange d'un engagement retrouvé, un emploi, une formation, il y a des obligations, mais aussi une aide financière. Donc ça, on peut le construire en France, mais on n'a pas besoin du CPE pour le faire. C'est ce qu'on aurait aimé expliquer au Premier ministre, s'il nous avait écoutés. C'est ce qu'on veut essayer de négocier avec lui. S'il retire son CPE, on est prêt à s'avancer sur tous ces sujets-là. Alors, un petit mot. Oui, juste un petit mot sur la question de l'idéologie, parce que alors ça, je l'assume complètement. Effectivement, je pense que... Mais oui, totalement. Et par ailleurs, je pense que chez certains syndicats, plus d'idéologie parfois dans des négociations, ça aurait été parfois effectivement pas mal pour défendre les salariés. Mais juste un élément quand même. Évidemment, le projet... Sur quel point ? Vous voyez bien de quoi je parle. Sur le projet, sur la question de l'école, sur la question de l'école, oui, allez, sur la question de l'école, par exemple, évidemment que c'est un projet idéologique. J'espère bien quand même, et j'espère que le ministre c'est pareil. Évidemment que c'est une idéologie l'école pour la société. Et sur la question de la professionnalisation, juste un mot. Moi, je suis pour la professionnalisation, mais le problème c'est qu'aujourd'hui elle est mauvaise. Aujourd'hui, elle est vécue dans l'université pour des filières qui sont très sélectives. J'espère que vous êtes d'accord avec moi, très sélectives et surtout avec une seule ambition, c'est répondre aux besoins immédiats des entreprises. C'est-à-dire que c'est pas des qualifications durables pour le jeune, et c'est ça qu'on reproche aujourd'hui. Mais ouvrons des discussions sur la professionnalisation durable, et là, moi, je suis totalement partant. C'est-à-dire un socle de matières communes large et une professionnalisation au dernier. Et oui, qui dure. C'est-à-dire que la qualification du jeune, c'est pas une licence, c'est pas une licence pro. C'est pas une licence pro Michelin. C'est ce qu'on dit. Ça veut dire Clermont-Ferrand, c'est pas une licence pro Michelin qui permettent de changer souvent dans sa vie. C'est pas une licence pro Michelin, c'est-à-dire c'est pas une licence pro qui répond à un besoin temporaire d'une entreprise, mais c'est une qui donne des qualifications aux jeunes, c'est-à-dire qui puisse permettre que le jeune par la suite, il puisse faire valoir ses qualifications durablement dans le temps et pas uniquement sur des besoins temporaires des entreprises. Mais probablement, mais j'ai envie de... Non mais on confond, attendez, juste une chose par rapport au désaccord qu'ils ont tous les deux. Une qualification durable, ça ne veut pas dire qu'on restera dans l'entreprise toute sa vie dans la même entreprise. Ça veut dire que lorsqu'il y a des ruptures ou des évolutions entre les entreprises, on a des droits qui sont liés à l'individu et pas obligatoirement au contrat de travail, qu'on peut garder en dehors de l'entreprise, et on a l'accompagnement pour vivre ce qui se passe réellement. C'est ça une qualification durable qui puisse s'appliquer à l'évolution du marché du travail. On attend que Dominique de Villepin vous reçoive, vous expliquer ça. Est-ce qu'il y a des propositions dans ce que vient de dire déjà François Chérec qui vous semblent intéressantes, Valérie Pécresse ? Je crois aussi qu'il faut revenir à la question du diplôme, parce que François Chérec a parlé de la professionnalisation et de l'université, mais je crois qu'il faut parler, pour sortir les jeunes de la précarité, il faut des bons diplômes. Et le paradoxe aujourd'hui, Martine Aubry a sous-estimé le problème, c'est que le diplôme ne protège plus, puisqu'à Bac plus 4, il y a 20% de chômeurs. Donc ça veut dire, vous avez dit 6%, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire et ce qui est paradoxal, c'est que à tous les niveaux de qualification, il y a des bonnes formations. Il y a des formations qui donnent accès à l'emploi. À tous les niveaux de qualification, François Chérec a dit l'apprentissage, on peut parler des BTS, on peut parler des IUT, on peut parler de l'université, il y a des filières universitaires qui sont d'excellence. Mais le problème, c'est que quand on se retrouve face à un jeune et qui dit « je suis Bac plus 4 ou Bac plus 5 », on a envie de lui dire « mais d'où ? De quelle formation ? Et il y a un vrai... De quelle université ? De quelle filière universitaire ? Et où ? Avec quel professeur ? Et donc, en réalité, il y a aussi derrière peut-être quelque chose qui est un peu tabou. Moi, j'aimerais bien en parler avec les professeurs d'université et présidents d'université. C'est l'évaluation des filières universitaires. L'université, aujourd'hui, c'est un maquis.
Personne ne s'y retrouve. Et puis, il y en a quelques-uns qui s'y retrouvent un petit peu mieux et qui savent où sont les bonnes filières, où sont les bonnes passerelles aussi. Parce que si vous êtes au départ dans une filière courte, comment vous trouvez la bonne passerelle pour aller ensuite dans une filière longue? Et si vous avez des difficultés scolaires, comment vous rebondissez après pour trouver des meilleures filières? Tout ça, c'est un maquis universitaire. Et nous, on n'a pas l'évaluation des filières par leurs débouchés. Et moi, j'aimerais demander au ministre, puisqu'il est là, parce qu'il sait que c'est un de mes dadas. C'est lui qui va demander, parce que là, sinon, vous avez l'occasion de vous voir tous les deux. Vous bien un peu là. Nous avons l'occasion de vous voir et il sait ce que je pense sur le sujet. Mais je crois que c'est une évaluation des différentes filières universitaires par leurs débouchés. Je crois que ça informerait les jeunes, ça informerait aussi leurs parents et ça leur permettrait de faire des choix éclairés en fonction aussi de la carrière à laquelle ils se destinent. C'est très difficile parce qu'en fait, à l'université, on perd les jeunes à la fin de leur diplôme, on ne sait plus où ils vont, ils se perdent dans la nature et on a du mal à évaluer les filières. Et c'est au moment de l'inscription en université qu'il faut donner ces éléments-là aux jeunes qui s'inscrivent. Pour les jeunes, l'information, juste un petit mot, parce que vous avez sorti une proposition qui s'appelle Eva. Oui. Alors, ça a fait sourire parce que c'est le nom de la fille de Lionel Jospin. Sympathique, mais enfin, ça ne suffit pas. Oui, non, c'était un clin d'œil, on a compris quand même, non? Non, parlons de l'essentiel. Juste comme ça. Bah non, vous n'avez pas fait au hasard quand même, le Eva. Entrer dans la vie active, ça donnait Eva. Il se trouve que c'est la fille de Lionel Jospin. Alors qu'est-ce que ça doit être, entrer dans la vie active? Disons un mot, très simplement. Je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut que les jeunes, et là je rejoins monsieur, soient formés le plus tard possible, avec une orientation le plus tard possible et avec un socle de connaissances le plus large possible. Et là, je crois qu'il faut arrêter de s'envoyer des problèmes d'idéologie. On est tous d'accord pour dire qu'à un moment donné, il faut apprendre un métier. Mais vous apprendrez d'autant mieux un métier que vous avez un socle commun qui vous permet de rebondir, de changer de métier 4 ou 5 fois dans votre vie, et c'est cela qui est important. Alors qu'est-ce qu'on propose? Et je rebondis sur ce qu'a dit François Chérec. Aujourd'hui, tout notre système est fait comme si on rentrait à 14 ans dans une entreprise, puisque maintenant on est revenu là avec l'apprentissage, jusqu'à 60 ans. Non, Martine Aubry, il n'y a pas d'apprentissage à 14 ans, mais ça fait 2 fois que je les dis que c'est pas juniors, vrai. oui, très bien. Non, c'est pas 14 ans, c'est 15 ans. Oui, les juniors. Bah non, mais il faut le savoir. D'accord. Les juniors. Alors on le retirera dans le projet qui va passer. Il y a des stages possibles avant, mais le contrat d'apprentissage n'arrivera qu'à 15 ans. Je crois qu'il est absolument nécessaire que nous ayons une couverture professionnelle universelle. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre dans une entreprise, et là j'en arrive à Eva, on puisse avoir tout de suite, chaque jeune, un compte formation dès qu'il sort de l'école, un compte où on lui donnera un nombre d'années ou de mois de formation inversement proportionnel à ce qu'il a eu dans l'enseignement primaire. Je crois que la société lui doit. Tout le monde ne veut pas faire tout de suite ou est découragé à faire une formation longue. Deuxièmement, ce compte est abondé au fur et à mesure qu'il travaille dans l'entreprise, mais ces droits sont des droits externalisés par rapport à l'entreprise. Ce qui permet d'éviter d'ailleurs que quand il y a une rupture du contrat, on tombe dans un gouffre et qu'effectivement les changements soient de plus en plus difficiles. Si entre deux contrats, par exemple après un licenciement, on sait qu'on est pris en compte par la NPE, on fait un bilan de compétences, on fait une formation parce qu'on a un compte formation qu'on peut utiliser, alors on va progresser. Et c'est ça, cette idée de la couverture universelle, professionnelle, une carrière tout au long de la vie, quelle que soit l'entreprise où on va aller. Il faut là que les entreprises acceptent d'externaliser un certain nombre de cotisations, comme le font la Finlande et le Danemark, ce qui donne les taux que nous connaissons. Alors Eva, c'est quoi? Eh bien, c'est de donner à chaque jeune, et c'est le premier étage de cette fusée, on en discute encore, hein, mais c'est quoi? C'est de dire, nous disons aux jeunes, vous sortez de l'école, vous avez votre code de formation, vous vous engagez, vous avez des devoirs, à rentrer en insertion, en formation ou en première expérience professionnelle, ça dépend de l'état des jeunes. C'est ce que disait tout à l'heure François Chérec. Pour certains, il va falloir reprendre les acquis de base qu'ils n'ont pas. Vous les avez supprimés, par exemple, c'était Trace. Et nous leur disons, nous vous donnons une allocation autonomie en contrepartie de cela. Avec ces devoirs, vous devez suivre ces formations, suivre cette insertion, compléter, si vous avez un travail à temps partiel, par cette allocation autonomie, qui vous permet par ailleurs de pouvoir effectivement avoir un logement, parce que moi, je sais ce que vous avez mis en place, mais vous connaissez les jeunes qui font la queue dans le 17e arrondissement, le 18e de Paris et dans toute l'Île-de-France, et qui auront leur dossier avec votre couverture là, Locapass. Bon, et tous ceux qui auront leurs parents qui leur donnent des cautions ou qui auront un CDI, vous pensez qu'il va passer votre CPE avec son Locapass? Certainement pas. Donc moi, je crois qu'il faut donner une allocation autonomie aux jeunes, qu'on peut d'ailleurs largement financer avec toutes les bourses, les allocations diverses et variées qui sont données aujourd'hui sans condition de ressources et qu'on peut leur faire confiance. Et moi, comme je pense que les jeunes, et c'est là où on rejoint le projet de société,
ils portent aussi, et on l'a vu dans tous les jeunes ce soir, ils critiquent notre société trop individuelle. Vous avez dit qu'ils veulent être fonctionnaires parce qu'ils ont peur de l'avenir. C'est un sondage qui dit. Mais oui, mais il y a un sondage la semaine dernière qui dit que 60% aimeraient créer une entreprise. Moi, je trouve ça génial. Ça veut dire qu'ils ont de l'énergie, qu'ils veulent créer. Bon, eh bien, ces jeunes, ils portent quand même chez eux plus de tolérance, de générosité, de solidarité que nous-mêmes, adultes. Eh bien, je dis qu'en contrepartie aussi de ce contrat passé avec la société, ils devront un certain nombre d'heures, j'appelle ça le service civique, à la société. Ça veut dire quoi? 6 mois passés en Afrique noire pour creuser des puits, mais ça peut être aussi porter un projet culturel dans des quartiers. Non, mais pourquoi ça? Oui, vous